Chers amis et abonnés, bonjour. Voici ma troisième vidéo. Je l'ai intitulée La construction de Khéops pour les nuls ou les 7 moyens pour bâtir Khéops en moins de 25 ans. J'ai fait court et simple pour que tout le monde comprenne. Quand Khéops décide de faire construire sa pyramide, il ne part pas de zéro. Avant lui, Houni et Snéfrou son père ont élevé 3 pyramides à face lisse. Ils ont accumulé un savoir-faire impressionnant. Les difficultés et les malfaçons rencontrées ont profité à Khéops pour réaliser la grande pyramide à face lisse de Gizeh. Avec une base carrée de 230 mètres de côté, une pente de 14/11 identique à celle de Meidoum, la hauteur atteint 146 mètres. Une entrée unique, située à 18 mètres sur la face nord, donne accès à de nombreux couloirs et chambres. On trouve ainsi une chambre souterraine non terminée, une chambre dite de la reine située à 21 mètres de hauteur, la chambre dite du roi à 43 mètres, une grande galerie de 48 mètres de long et de 8 mètres de haut, inclinée à 26 degrés vers le nord, une descenderie de 106 mètres de long, un couloir ascendant donnant accès à la chambre de la reine et à la grande galerie. N'oublions pas un système de herse bloquant l'accès à la chambre du roi, ainsi que 4 conduits d'aération, dont 2 ne débouchant pas sur l'extérieur. Le lieu choisi n'est ni plan ni horizontal. Le premier travail a consisté à niveler la zone de construction. Une excroissance rocheuse a été conservée au centre. C'était autant de pierres en moins à poser. L'orientation nord-sud était très importante pour les Égyptiens. Ils ont pu la réaliser de 2 façons, soit en visant l'étoile polaire de nuit, soit en suivant l'ombre d'un fil à plomb quand le soleil est à sa culmination. À cause de la bosse au centre, le tracé du carré parfait n'a pas été facile. Il a fallu faire des visées par-dessus à l'aide d'un tracé au sol. Afin d'éviter les problèmes de fondation rencontrés à Dachour Sud, la surface de construction a été dallée avec des ancrages dans la roche. Une question fondamentale se pose. Comment amener les blocs de pierre sur le chantier? Je ne pense pas que l'on puisse remettre en cause l'utilisation de traîneaux en bois tirés par des hommes pour faire ce travail. Pour réduire les efforts de traction, les traîneaux ont été tirés sur des pistes aménagées avec des traverses en bois. Peut-être celles dont le Hérodote parle en évoquant de courtes pièces de bois. Les traîneaux étaient arrosés devant avec un liquide lubrifiant. Les blocs, en provenance de Toura pour le calcaire blanc et ceux de granit rose des carrières d'Assouan, étaient amenés sur des bateaux cargos naviguant sur le Nil. Un port avait été aménagé à proximité du plateau rocheux pour les accueillir. Les travaux de Marc Lénaire le prouvent. Le principe de construction est très simple. Les pierres sont posées en lits horizontaux. Les blocs de parement blanc sont alignés au sol en premier. Les maçons réalisent les joints au fur et à mesure. 7 ou 8 rangs de blocs en calcaire local bien taillés, avec des faces bien planes, sont posés contre les parements. Ces rangs renforcent la structure et servent de chemin pour faire circuler les traîneaux. Le reste de l'assise est comblé avec des blocs en calcaire local, moins bien taillés. C'est le libage. Le libage est disposé en gradins. La construction du premier niveau sur le dallage ne pose pas vraiment de difficultés. Les blocs sont amenés sur des traîneaux et mis en place au moyen de leviers en bois.
Il est bien entendu que plusieurs équipes travaillent ensemble. Il y a 53 000 m² à couvrir. Pour élever le deuxième niveau, il faut utiliser le premier moyen, la rampe frontale. Elle est construite en briques crues et aménagée dans sa partie centrale avec des traverses en bois. Plusieurs rampes sont utilisées pour gagner du temps. Le troisième niveau est construit à l'identique. Il faut simplement allonger les rampes pour monter à 2,70 m. Elles mesurent environ 40 mètres. Pour éviter le vrillage de la pyramide, un contrôle doit être effectué à chaque niveau, suivant le principe du schéma. Un tracé au sol et une visée sur un fil à plomb sont suffisants. Le troisième niveau atteint 3,95 m. Pour élever les niveaux supérieurs, on peut soit allonger les rampes frontales, qui vont vite être encombrantes et gêner la circulation au sol, soit utiliser la rampe latérale en zigzag. Cette rampe est bâtie contre une face inclinée de la pyramide. Elle a peu d'emprise au sol. Elle s'accroche sur des bossages laissés sur les pierres de parement, ce qui nécessite un ravalement à la fin. Une pente à 7% est un bon compromis entre les efforts à fournir et la longueur de la construction. On peut choisir la largeur. Elle est sûre. Les ouvriers travaillent à la lumière du jour et respirent le bon air égyptien. Elle est aménagée avec des traverses en bois dans la partie centrale, celle où glisse le traîneau. Cette rampe évolue lentement en longueur en fonction de la hauteur à bâtir. La construction d'une assise peut durer plus d'une année. Si on élève de 1 mètre, il faut simplement prolonger la rampe de 14 mètres. Cela ne représente pas un travail colossal. Comment définir une rampe latérale? C'est la masse du bloc à monter qui impose l'effort à fournir, donc le nombre de personnes nécessaires pour tirer. La longueur du convoi définit la longueur de la rampe. Pour une pente choisie, la masse du bloc donne l'effort à fournir. Cet effort définit le nombre de tireurs. Ce nombre de tireurs définit l'encombrement de la rampe. Les égyptologues Petrie en 1880 et Goyon 100 ans après ont mesuré les hauteurs des 203 assises restantes. À partir de ces relevés, on peut estimer les masses des blocs de remplissage et de parement. Plus près de nous, Gilles Dormion a décrit avec précision l'architecture interne de Khéops. On peut donc calculer les masses à déplacer et à hisser à leur destination. Avec ces éléments, il est facile de définir les rampes latérales capables d'acheminer les matériaux. Je propose donc le deuxième moyen. Pour les blocs de 2,5 tonnes ou moins, ce qui représente la majorité du remplissage, 2 rampes à 7% de 4 mètres de large. Une sur la face sud et une autre identique sur la face ouest, proche des carrières. Et le troisième moyen, pour les blocs jusqu'à 40 tonnes, correspondant au chevron du toit de la Reine, une rampe à 5% seulement, construite sur la face est de 5 mètres de large. Étant donné sa largeur, la construction de cette rampe nécessite une extension de 60 mètres pour la loger. Ces 3 rampes assurent la construction jusqu'à 80 mètres de haut. Venons-en maintenant à la construction de la chambre dite du roi. Elle est située à 43 mètres de haut, sa surface de 55 mètres carrés, la hauteur sous plafond de 5,90 m. Aucune décoration, c'est triste. Les blocs utilisés sont très lourds, de 7 à 20 tonnes pour le plancher et les murs.
de 30 à 70 tonnes pour le toit et les poutres de décharge. Environ 50 tonnes pour les chevrons. Il est clair que les rampes précédentes ne sont pas dimensionnées pour acheminer des masses aussi lourdes. Et si la galerie était le quatrième moyen? Cette galerie toute seule n'est rien. Mais si on l'utilise pour y faire monter et descendre une cage remplie de lest sous forme de sac de sable, elle devient un outil fondamental et va permettre de hisser ces blocs de 70 tonnes. Pour que cela fonctionne, il faut y associer une rampe frontale face sud dans l'axe de la grande galerie. Le schéma suivant explique clairement le fonctionnement du système complexe. Quand le lest descend, le bloc monte sur la rampe à 26 degrés. Mais compte tenu de la course utile de la grande galerie de 40 mètres et de la longueur de la rampe à 26 degrés de 100 mètres, il faut faire descendre le lest 3 fois pour amener le bloc à 43 mètres de haut. C'est l'inconvénient du système. Mais il y a un hic. En effet, quand les murs de la chambre du roi sont bâtis, la liaison filaire lest-bloc est rompue. La grande galerie est devenue obsolète. Située trop bas, elle ne peut même pas hisser les poutres et chevrons jusqu'à 65 mètres de haut. On peut encore l'utiliser pour amener les blocs bouchons en haut de la galerie en prévision de leur lâcher pour obturer le couloir ascendant. Le cinquième moyen, qui permet de construire le toit et les éléments de décharge, est une deuxième galerie. Située entre 43 et 65 mètres de haut, décalée vers l'ouest. Pourquoi ce décalage vers l'ouest? C'est évident. Quand on construit le toit, si on tire les poutres dans l'axe de la chambre, elles vont tomber dans le vide. En décalant la galerie vers l'ouest, on tire les blocs sur le mur ouest ou sur une plateforme aménagée. Les poutres sont ensuite poussées à leur place définitive. Cette deuxième galerie évolue en longueur et en hauteur en fonction du niveau de décharge à construire. Si on cherche un peu, on va la trouver. En fouillant vers le nord au niveau des chevrons, on y tombe dedans. Faisons maintenant un petit bilan. La chambre du roi a été construite grâce aux deux galeries. Les 3 rampes latérales en zigzag ont permis de hisser les blocs jusqu'à 80 mètres de haut. Mais il reste encore 66 mètres à bâtir. Alors comment faire? Comme solution, je propose la réalisation d'une rampe intérieure qui sera la continuité de la rampe est. La jonction se faisant au niveau de l'arête nord-est. Je pense que la brèche connue à ce niveau est l'entrée et le début de cette rampe intérieure. À ce stade, les 2 rampes sud et ouest sont devenues inutiles. Elles peuvent donc être détruites. Au cours du démontage, on en profite pour ravaler les bosses laissées sur les pierres de parement. Du coup, pas besoin d'échafaudage. Revenons-en à la rampe intérieure. Cette rampe intérieure constitue le 6e moyen. Comme son nom l'indique, elle est construite dans le volume de la pyramide. Avec une pente modérée de 7%, une longueur de 630 mètres, elle permet d'acheminer les blocs de taille réduite jusqu'à 124 mètres de haut. Au-delà, il n'y a pas assez de place pour la poursuivre. Sur les purs, le point A correspond à l'entrée de cette rampe. C'est aussi la brèche connue sur l'arête nord-est. La mission Scan Pyramide a détecté une autre cavité au point I à 112 mètres de haut. Sur mon épure, je la trouve à 114 mètres. Je pense qu'il y a autant de cavités que de virages, soit 12 au total. Si on cherche bien, on va toutes les trouver. Débouchant au centre de l'assise à 124 mètres, cette rampe se poursuit par une couloir verticale
de section 4 mètres sur 4. Ce couloir est le 7e moyen. Pour hisser les blocs, on installe une chèvre au-dessus de ce conduit et à la force des bras, on soulève la charge. Grâce à des sacs de lest, l'effort à fournir est nettement réduit. Entre 137 et 143 mètres, le conduit se réduit et sa section passe à 2 mètres par 2, grâce à un encorbellement à 4 faces. À ce niveau de 143 mètres, la surface de l'assise est très réduite, à peine un carré de 6 mètres de côté. Il est clair qu'il n'y a pas assez de place pour stocker les 36 mètres cubes de pierre nécessaires pour terminer les 3 derniers mètres et circuler pour faire le travail de construction. Qu'à cela ne tienne, il suffit de mettre en place une plateforme en bois réalisée à des niveaux inférieurs quand il y avait plus de place. Sur cette plateforme, qui fait partie du 7e moyen, on stocke les blocs nécessaires pour terminer la pyramide. Une extension est prévue à 146 mètres pour recevoir le pyramidion. Quand toutes les pierres sont montées, on démonte la chèvre et on termine le sommet. Un trou d'homme est prévu au niveau de la plateforme. 2 maçons sortent par là et viennent pousser le pyramidion à sa place définitive. Question. Que reste-t-il à faire pour terminer la pyramide? En premier, démonter la plateforme. Ensuite, reboucher le trou d'homme. Puis, terminer la jonction de la rampe intérieure avec la rampe latérale est. Et enfin, détruire la rampe est et ravaler les bossages situés dessous. La pyramide est terminée, c'est grâce à ces 7 moyens que la construction a pu se faire en un temps record, environ 20 ans. Mais je pense que cette pyramide nous réserve encore pas mal de surprises et que les fouilles à venir nous permettront de les découvrir. La pyramide est maintenant terminée. Elle est resplendissante et visible de très loin. Elle représente la puissance de l'Égypte et le génie de ses bâtisseurs. Mais le plus grand mystère reste encore la découverte de la momie de Khéops. En réalisant des fouilles, peut-être qu'un jour, on la découvrira dans une chambre secrète. Le mystère durera encore longtemps pour le plus grand bien de l'Égypte et de ses touristes. Fin.